Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Merci de prendre le rendez-vous de votre émission, première émission sur le DJTV. Et si on voyageait, c'est donc le moment ici de vous faire voyager dans les quatre coins du monde pour parler donc de l'actualité internationale avec des chroniqueurs que vous allez découvrir dans quelques instants. Nous irons aussi à la rencontre des citoyens et même des autorités à travers des reportages, des interviews pour vous faire vivre les émotions et surtout les passions qui alimentent l'actualité internationale. Merci de vous installer. Nous rentrons tout de suite dans le vif de ce sujet avec Kevin Dienger. L'Italie, c'est 60 millions d'habitants, 300 000 km² de superficie, dont la capitale est aussi sa plus grande ville, Rome. Une ville gigantesque donc, mais surtout très âgée, puisque sa construction remonte au 7e siècle avant Jésus-Christ. Autant vous dire qu'à l'époque, il n'y avait pas encore d'iPhone X. L'Italie est un régime parlementaire, c'est-à-dire que le pouvoir, si vous voulez, est concentré entre les mains du Parlement qui est élu par le peuple, et ce Parlement-là va élire un président de la République, qui va lui-même nommer un président du Conseil des ministres. Le président du Conseil des ministres, c'est un petit peu le chef de l'exécutif. Saviez-vous que l'Italie n'est située qu'à 40 minutes de Nice, du moins sa frontière étant celle de Ventimiglia. Son nom vous dit peut-être quelque chose et pour cause, la ville avait fait les gros titres, surtout en 2017. France Info avait même surnommé Ventimiglia de Calais italien en référence à la jungle de Calais où des migrants y sont toujours bloqués. Une cuisine riche et appétissante, l'Italie renferme des trésors antiques comme le Colisée, aussi des chefs-d'œuvre de la Renaissance, comme par exemple le magnifique plafond de la chapelle Sixtine que l'on peut trouver au Vatican. Mais il ne faut pas oublier que l'Italie est un pays très fracturé. Un fossé béant existe entre le sud et le nord. Bref, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec notre émission spéciale Italie. Grazie a tutti. Amis téléspectateurs, vous êtes bel et bien donc sur le DJTV et c'est votre émission Et si on voyageait qui s'installe. Nous allons maintenant parler de l'Italie, vraiment de l'Italie, sa culture, son histoire également, avec Ethan déjà sur ce plateau. Buongiorno Ethan. Buongiorno Pascal. Vous allez bien? Oui, très bien. Vous parlez l'italien vous ou pas? Oh, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Alors donc on va s'intéresser à quelqu'un, il s'appelle Matteo Salvini. Ethan, qui est Matteo Salvini? Eh bien, Pascal, Matteo Salvini, c'est le vice-président du Conseil des ministres italien et c'est le ministre également de l'Intérieur italien. Donc c'est historique pour lui, jamais il n'avait atteint un tel score, si je puis dire. Il se considérait d'abord comme padaniste. La Padanie, c'est un espace imaginaire de référence de son parti. Ensuite, il soutenait l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 2006, pendant la finale. Il est arrivé ensuite à la Ligue du Nord, où il a adopté des positions nationaliste, souverainiste, anti-islam, anti-immigration et une récurrence forte dans ses discours des thèmes de l'identité notamment. Il est anti-élite, anti-UE, anti-Macron et anti-libéralisme européen. Il appelle les immigrés illégaux en Italie à rentrer chez eux à coût de 100 000 expulsions par an. C'est du jamais vu et c'est un peu... Une politique très dure. Voilà, c'est des propos un peu scandaleux pour un ministre de l'Intérieur en tout cas. Vous regardez le DJTV et nous vous en remercions. Amis téléspectateurs, qu'est-ce que la presse en Italie? Quelle est son image? Comment fonctionne-t-elle? Ou encore, quelle est la place des médias et des journalistes dans ce pays? Pour en parler sur ce plateau, Marie Monnier est déjà à mes côtés. Buongiorno Marie. Bonjour Pascal. Vous allez bien? Oui, ça va et vous? Oh là là, j'ai envie de dire la chemise. Ah, la Mais chemise. La chemise, elle est très belle la chemise. Merci, elle vient d'Italie. Elle vient de Et oui, l'Italie en plus. spécialement pour l'émission,
émission pour vous, les téléspectateurs. Non, mais vous savez, ça fait plaisir, hein, Ah bah oui, à moi et aux téléspectateurs également. ah, c'est sûr. Donc du coup, avec vous, on va parler de la revue de presse, c'est ça, à vous la Oui, parole. c'est ça. Bah, déjà, je vais commencer un peu par le journalisme en Italie. Déjà, comment ça marche pour les journalistes. Donc déjà, les Italiens, ils ont un ordre des journalistes qui est composé d'un conseil national qui délivre la carte de presse. Donc pour avoir la carte de presse, il faut faire partie d'une de ces 3 catégories. On a déjà les journalistes professionnels qui exercent la profession exclusivement. Ensuite, on a aussi ceux qui ont une autre profession à côté. Et enfin, on a ceux qui débutent dans le métier, un peu comme nous. Quels sont les médias populaires aujourd'hui en Italie, Marie? Alors en presse écrite, on a le Corriere della Sera, donc le courrier du soir en français. Donc il est publié à Milan et c'est aussi le quotidien le plus diffusé dans tout le pays. Il a une ligne éditoriale généralement centre-droit. Et là, à la une aujourd'hui, donc on a les européennes, le combat entre Salvini, Di Maio, Lega et Conte, comme parlait Ethan en début de l'émission. Puis on a aussi Trump qui augmente ses frais de douane pour la Chine. Enfin, du côté sport, on a la Gazzetta dello Sport. La Gazzetta dello Sport. C'est ça. Non mais j'essaie un peu, Oui. voilà, on parle de l'Italie, On parle de l'Italie, du sport, c'est le plus grand et le plus ancien quotidien sportif d'Italie et même d'Europe. Là, en une, on a Antonio Conte, donc l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale, qui a été approché par l'AS Rome pour entraîner l'équipe, tout simplement. Merci Marie Monnier pour ces informations. Merci pour votre revue de presse, amis téléspectateurs. Donc maintenant, direction la ville de Porto Garibaldi. Connaissez-vous cette ville? Eh bien, nous y sommes rendus. Vous allez découvrir ces images. Vous allez découvrir donc une interview réalisée par nos équipes sur place. Regardez. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano. Nous sommes donc à Porto Garibaldi, une ville italienne située dans la commune de Comacchio. Nous sommes là à la rencontre de Maria Chiara qui travaille donc dans le conseil communal de Comacchio. Bonjour Maria. Bonjour Pascal. Alors, quel est votre rôle dans le conseil communal de Comacchio? Je m'occupe de l'instruction publique et en particulier de la jeunesse, associations, volontariat et du système informatique. Alors aujourd'hui, nous savons que la ville de Porto Garibaldi a des activités très attractives. Quelles sont les principales activités de Porto Garibaldi? Oui, il y a 2 activités principales à Comacchio et elles sont liées entre elles. Il s'agit du tourisme et de la pêche. En ce qui concerne le tourisme, nous avons une longue plage de sable puisque nous sommes une ville côtière et elle est fréquentée par les jeunes et les familles. Et on voit justement un bateau de pêche qui passe et qui montre à quel point cette activité est importante pour la ville. Alors aujourd'hui, Porto Garibaldi, une ville touristique, une ville où il y a de la pêche, il y a de l'attractivité, n'est-ce pas? On va parler maintenant des élections européennes. Quels sont les thèmes que vous allez défendre pour les élections européennes qui vont débuter bientôt le 23 mai? Nous ne sommes pas un parti politique. Nous sommes une liste du conseil municipal sans adhérer à un parti politique. Mais nous avons des thèmes qui nous intéressent comme la politique familiale, la jeunesse, le travail, l'école et l'environnement. Tous ces thèmes que l'on retrouve aux européennes. Nous avons parlé, Maria Chiara, de la pêche, du tourisme et bientôt c'est les 100 ans de la ville de Porto Garibaldi. Et oui, en 1919, il y a 100 ans, Porto Garibaldi a changé de nom et s'appelait Magnavacca. Il est devenu Porto Garibaldi après la venue du général Garibaldi, celui qui a unifié l'Italie. C'est pour ça que cet anniversaire est très important pour la ville et que plusieurs événements festifs vont avoir lieu dans les prochains mois.
Et c'est à partir du samedi prochain que les festivités vont commencer pour les 100 ans de Porto Garibaldi. Merci beaucoup pour cet entretien. On va dire ciao ciao aux amis téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Sans transition, nous allons maintenant passer donc à la culture. Nous allons évoquer la culture italienne qui est très vaste et diversifiée, vous allez le constater, avec donc Claudia Olivier, déjà installée sur ce plateau. Buongiorno. Salut Pascal. Comment allez-vous? Très bien et vous? Ça va bien, ça va, tranquille. Alors, avec vous, on va parler donc de la culture italienne, c'est bien ça, et donc de l'influence de la culture italienne sur la culture française et en particulier dans l'architecture et le cinéma. C'est ça, exactement. Donc je vais commencer par l'influence de l'Italie sur au niveau architectural, sur celle de la France et en particulier chez nous à Nice. De nombreux bâtiments, tels que le palais des Ducs de Savoie, plus connu sous le nom du palais de la préfecture des Alpes-Maritimes, ou encore l'Opéra de Nice, reflètent le rayonnement du style architectural italien. Le vieux Nice également, partie la plus ancienne située au pied du château de la Colline, garde l'aspect médiéval d'une cité fortifiée italienne avec des rues étroites et tortueuses où les gens en fait déambulent sur des pavés de pierre ou encore sur des mosaïques de galets. Les immeubles sont également recouverts de couleurs chaudes, donc les couleurs de l'Italie, le rouge et le vert, et parfois même agrémentés de trompe-l'œil. De plus, il y a de nombreuses personnalités qui ont marqué l'histoire de Nice, telles que Garibaldi, et comme vous le savez, en sa mémoire, Garibaldi, j'imagine. Effectivement, en sa mémoire, une place située au centre de la ville porte son nom. L'Italie a donc une très grande influence sur le patrimoine architectural niçois. D'accord, on l'aura compris ça. Donc tout comme l'architecture, Claudia, le cinéma italien a joué aussi un rôle très important sur le cinéma français, j'imagine. En effet, le cinéma italien a marqué le cinéma français. Il a eu son moment de gloire et a influencé le cinéma à travers le monde. En effet, la révolution néo-réaliste apparue au cours de la Seconde Guerre mondiale a bouleversé le monde du 7e art. Des réalisateurs comme Visconti, Rossellini ou encore Antonioni ont marqué l'histoire par leur nouvelle manière de réaliser et de raconter des films. L'influence du cinéma italien se retrouve dans le cinéma français et en particulier dans le mouvement de la Nouvelle Vague. On retrouve de nombreuses techniques cinématographiques du néo-réalisme italien utilisées par des cinéastes comme Godard ou Truffaut. Amis téléspectateurs, cette émission se poursuit juste après ceci. À 40 minutes de Nice et à une dizaine de kilomètres de la frontière italienne, Vintimille. Une ville de 55 000 habitants située sur les rives de la Méditerranée. Ce vendredi, et comme chaque semaine, le célèbre marché de Vintimille s'étend dans les petites ruelles de la ville. Ouvert de 6h à 17h, ce dernier attire des centaines de Français, à l'image de cette habitude de longue date très appréciée des commerçants. Chaque vendredi, c'est un petit plaisir de venir ici. Je viens assez souvent, puis c'est vrai que quand on a la chance d'avoir du beau temps comme on a... C'est une de plus vos fidèles clientes. Si, c'est un fidèle client, la dame, oui, il vient d'à beaucoup des années. Voilà, je repars, voyez. Des jouets pour enfants, des maillots de football, des chaussures ou encore du parfum, le marché de Vintimille a des airs de caverne d'Ali Baba. Sans parler de ces étalages qui débordent de produits de luxe au prix défiant toute concurrence. Mais encore faut-il faire attention aux nombreuses contrefaçons. Dans ce marché couvert, on trouve des produits locaux, des fruits et légumes, des parterres de fleurs colorées et même du miel fait maison. Alors nous on a différents miels de différentes plantes, comme le miel d'acacia qui reste un peu plus liquide que les autres, le miel de châtaignier qui est foncé. Et du coup vous avez des clients français? Beaucoup de clients français bien sûr. Mais Vintimille a un deuxième visage. À quelques mètres des allées du marché inondées de monde, sur les plages de galets, des individus d'une trentaine d'années font des va-et-vient incessants. Ce sont des migrants. Ils sont éthiopiens, érythréens ou soudanais. Des cartes d'identité coupées en deux jonchent le sol. Derrière ces épais buissons, à l'abri des regards, des cartons, des couvertures, des bouteilles d'eau et des vêtements déchirés témoignent du lieu de vie de ces hommes bloqués à la frontière par les autorités françaises. Certains ne se cachent même plus et dorment à quelques pas seulement des stands du marché. À la gare du centre-ville,
Ils sont une poignée à attendre désespérément. Mais depuis 2017, le nombre de migrants a pourtant diminué à la frontière. En cause, la politique d'immigration répressive voulue par Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur. La chronique sport, on en parle tout de suite sur ce plateau de Et si on voyageait avec Jimmy Conte qui est déjà là. Buongiorno Jimmy. Ciao Pascal. Vous allez bien? Vous parlez un Très peu bien, oui. italien vous? Vite fait, Oh. pas beaucoup. Comeba, ça vous dit quelque chose là? Oui, un petit peu. Allez, donc du coup avec vous, nous allons nous intéresser au football italien, c'est bien ça. Alors qu'est-ce que vous avez à nous dire? Oui, en effet Pascal, je vais vous parler du calcio italien et notamment du derby de Rome, donc le derby entre l'AS Roma et la Lazio de Rome, donc le derby capitolino comme le disent Deux grands clubs. deux grands clubs de la ville de Rome. Et pour savoir d'où vient cette rivalité entre les deux clubs, il faut remonter à la genèse et à la naissance des deux clubs. Donc en fait, à la base, il y avait 5 clubs à Rome. Il y avait l'Alba Audace, Fortitudo, la Pro Roma, le Roman FC et la Lazio de Rome qui existaient déjà. Et les 4 premiers clubs que j'ai cités, en fait, voulaient, sous l'impulsion d'Italio Fonci, un dirigeant italien, créer un seul et même club à Rome. Donc, ils ont créé l'AS Roma en 1927. Et par contre, la Lazio de Rome, comme je vous l'ai dit, existait déjà, mais n'a pas voulu s'allier à ces clubs-là. Du coup, une rivalité est née. Et le premier match entre les deux clubs, entre la Lazio de Rome et l'AS Roma, est disputé en 1929, remporté par l'AS Roma. Et maintenant, aujourd'hui, les deux clubs jouent dans le même stade, le stade Olimpico, construit en 1953. Les supporters de l'AS Roma sont plus généralement de gauche, tandis que les supporters de la Lazio de Rome sont plus situés à l'extrême droite de l'échiquier politique. Alors pour terminer, Jimmy, vous avez apporté le maillot d'un club italien. Oui, j'ai apporté le maillot de la Juventus de Turin, voilà ce beau maillot de la vieille dame. Et je voulais savoir, est-ce que vous savez ce que signifie ce petit badge au drapeau tricolore? Non, je ne sais pas. Eh ben en fait, c'est le Scudetto, donc on peut penser que le Scudetto, c'est la coupe que remportent les clubs italiens lorsqu'ils remportent le championnat. Mais du coup, lorsqu'ils remportent le championnat, eh ben en fait, ils posent ce petit badge sur leur maillot pour signifier que c'est eux les tenants du titre. Et donc la tradition date de 1927, la saison 1927-1928, quand le Torino, le rival de la Juventus de Turin, avait remporté le championnat et la Serie A. Merci beaucoup. Cette émission se poursuit, amis téléspectateurs. C'est l'heure donc de parler donc des infos insolites avec Manon Sanchez déjà sur ce plateau. À tout à l'heure. Nous allons parler maintenant des infos insolites sur ce plateau de Et si on voyageait avec Manon Sanchez. Nous allons voyager une fois encore, Manon. Buongiorno. Buongiorno, Pascal. Come va? Je ne parle pas italien, désolé. L'espagnol, oui. Hein. L'espagnol, oui. Ah, d'accord. Allez. Nous allons donc nous intéresser, n'est-ce pas, aux informations insolites de ce pays. Tout à fait. Par quoi allons-nous commencer? Alors, par une histoire qui est assez drôle. Alors, est-ce que j'aime rire, oui. Allez-y. Hein. Allons-y. Est-ce que vous connaissez le cliché italien selon lequel les joueurs de foot simulent beaucoup des douleurs durant les matchs? Alors là, c'est une bonne histoire où on a un Italien qui a vraiment simulé jusqu'au bout, puisqu'il a fait croire pendant 12 ans qu'il était paraplégique. Alors, tout a commencé avec un accident de voiture avec son meilleur ami. Après ça, il y a eu des contrôles médicaux où il s'injectait des produits dans les jambes pour pouvoir montrer qu'il n'était pas valide. Grâce à ça, il a gagné pas moins de 137 000 € d'indemnisation de l'État. Et en plus de ça, une histoire assez importante, il a réussi à rencontrer le pape François, car il lui avait envoyé une lettre. Donc le pape a été touché par cette lettre et il a voulu rencontrer l'homme. À ce que je sache, c'est très rare de rencontrer le pape. Hein. C'est très rare de le rencontrer, donc c'était une histoire assez touchante, mais qui n'était pas vraie. Donc à cause de ça, il a bien sûr été arrêté à la mi-avril, puisqu'il y avait des photos et des vidéos qui montraient que l'homme en question était totalement valide. Parlez-nous encore de notre cliché italien qu'on connaît tous peut-être.
Tout à fait, donc ce cliché qu'on connaît tous selon lequel les Italiens consomment énormément de café, de pizza et aussi de pâtes, J'aime bien la sûr. bouffe. Très bien. Alors il faut savoir qu'en Italie, il y a pas moins de 140 types de pâtes différentes et qu'un Italien mange en moyenne 25 kilos de pâtes par an. Alors comme ça paraît pas beaucoup, mais en moyenne un Français mange 8 kilos de pâtes par an, donc c'est beaucoup moins qu'un Italien. Moi, j'aime la pizza. Vous aimez, vous, là? Très bien, oui, j'aime J'aime la la pizza. margherita. Margarita, oui, elle est très bonne. On va manger tout à l'heure, n'est-ce pas? Très bien, on la mangera. Alors, Manon, pour terminer, parlons des lois italiennes, c'est ça, hein? Oui, alors j'en ai relevé 5 qui sont plutôt marrantes et absurdes en même temps. Donc est-ce que vous êtes déjà La allé première loi. à Milan, Pascal? Milan, oui, c'est une très belle ville, Milan. Est-ce que vous étiez heureux, souriant, tout se passait Toujours bien? souriant, tout s'est bien Toujours passé, hein, les gens sont sympas. Bon, ben très Voilà. bien En Pascal. tout cas, ceux que j'ai croisés, Ouais? sympa. Bah très bien, parce qu'il faut savoir qu'à Milan, il est interdit de ne pas sourire. Ah bon? Donc il y a 2 exceptions, seulement lorsque vous allez à un enterrement ou dans un hôpital, mais sinon il est totalement obligatoire de sourire en permanence. Alors il faut savoir que cette loi est toujours en rigueur, mais elle n'est pas réellement appliquée tous les jours. Une dernière cette fois-ci qui m'a réellement fait rire aussi. Donc à Voghera, dans le nord du pays, il est interdit de s'asseoir à plus de 3 sur un banc après 23 heures. Alors comme ça paraît un peu n'importe quoi, mais il y a une raison. La première, ce serait pour lutter contre les trafics de drogue la nuit, mais aussi pour le tapage nocturne. Je crois que c'est un peu normal. C'est un peu normal, oui. Merci donc Manon, parfait. Vous revenez quand vous voulez aussi, hein, mais vous apprenez l'italien avant de revenir ou pas? Je vais essayer, je vous promets rien. Amis téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Et si on voyageait? Nous sommes allés ensemble en Italie et vous avez découvert la richesse de ce pays, sa culture et son mode de fonctionnement. Merci de votre fidélité. Grazie mille a tutti. Ciao ciao.